Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la biologie évolutive, The Extended Phenotype de Richard Dawkins. Ah oui, un livre vraiment à part. Oui, et d'emblée, il y a quelque chose de particulier. Dawkins lui-même prévient, Tout à fait. il dit que ce n'est pas un ouvrage scientifique classique, il le qualifie de, je cite, plaidoyer sans complexe. C'est ça. On n'est pas là pour découvrir une théorie toute neuve à tester. C'est le point de départ essentiel. Alors, quel est son but ? En fait, son objectif, c'est pas d'ajouter une brique de connaissances factuelles, mais plutôt de nous proposer une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde. Un changement de perspective Exactement. sur des faits qu'on pense déjà connaître. Et pour ça, il utilise une analogie qui va nous suivre tout le long, je crois. Le cube de Necker. Le fameux cube. C'est ce dessin très simple, tu vois, un cube en fil de fer. On peut le voir de deux manières. Soit la face avant est en bas à gauche, Soit elle est en haut à droite. Et notre cerveau y bascule de l'un à l'autre sans que le dessin change. et aucune des deux visions n'est plus vraie que l'autre. Elles sont toutes les deux parfaitement valides. C'est ce que Dawkins veut faire. Voilà. Il ne dit pas que la vision classique, celle centrée sur l'organisme, est fausse. Il dit juste, regardez, si on pivote le cube mentalement, on peut voir la même réalité d'une autre façon. D'accord, mais j'ai une question. Un peu pour jouer l'avocate du diable. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas juste un jeu intellectuel, une pirouette Concrètement, qu'est-ce que ça change si les faits restent les mêmes ? C'est une excellente question. Ça change tout dans la manière de poser les bonnes questions. Ça permet de voir des liens, des causalités qui étaient invisibles avant. Ah oui, hein. En déplaçant le projecteur de l'organisme vers le gène, on va voir que les effets d'un gène peuvent dépasser de très très loin les frontières du corps. Et c'est là que ça devient fascinant. D'accord. Notre mission alors, c'est de tenter ce basculement. De voir si on arrive à faire pivoter ce fameux cube. Entendu. Mais avant de plonger, il faut évacuer un énorme malentendu qui colle à la peau de Dawkins depuis le gène égoïste. Ah oui, L'accusation de déterminisme génétique. exactement. Beaucoup de gens bloquent là-dessus. L'idée que si tout est une histoire de gènes, alors on est des marionnettes, des robots maladroits comme il a écrit. C'est le contresens le plus fréquent et le plus tenace. La source rappelle cette polémique sur les mâles coureurs de jupons. Oui, je m'en souviens. Dawkins avait fait un modèle mathématique très simple pour montrer comment, chez un animal, la sélection pouvait favoriser l'infidélité dans certaines conditions. Et tout de suite. On a dit, Dawkins prouve que l'adultère masculin est génétiquement inévitable chez les humains. Voilà, c'était une déformation complète de son propos. Alors, comment est-ce qu'il démêle ça ? Comment il sépare sa vision centrée sur le gène de cette idée de fatalité ? Il insiste sur une distinction capitale. Le sélectionnisme génique, ce n'est pas le déterminisme génétique. Il faut comprendre qu'un gène a deux fonctions, radicalement différentes. D'accord. La première, c'est la réplication. Un gène, c'est un morceau d'info qui se copie. Et ce processus de copie, de génération en génération, il est d'une fidélité quasi absolue. C'est inflexible, presque inexorable. D'accord, ça c'est la transmission. Mais le deuxième effet louche. Le deuxième effet, c'est son influence sur le développement, sur le phénotype. Et là, c'est tout le contraire. C'est incroyablement flexible. L'effet d'un gène, pour l'agressivité par exemple, va dépendre de l'environnement, de l'éducation et surtout de son interaction avec des milliers d'autres gènes. Donc, quand on dit un gène pour un comportement, ce n'est pas une condamnation. C'est juste une probabilité. C'est exactement ça. Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, avoir cet allèle rend le comportement un tout petit peu plus probable, c'est ça ? C'est un énoncé statistique, pas une prophétie. L'analogie de l'ordinateur de jeu d'échecs est parfaite pour ça. Ah oui, expliquez. Le programmeur, il ne dit pas à l'ordinateur « joue ce coup maintenant ». Il écrit un programme des mois à l'avance en anticipant des millions de scénarios. Une fois la partie lancée, le programmeur n'est plus là. L'ordinateur réagit à la situation présente en fonction de sa programmation. Et donc, les gènes sont les programmeurs, et l'organisme et l'ordinateur qui jouent la partie de sa vie. Précisément. Les gènes ont fourni les règles générales, mais c'est le cerveau qui prend les décisions en temps réel. Les gènes sont aveugles, mais pas les animaux qu'ils ont construits. J'aime bien cette idée. Voilà. Parler d'un gène pour quelque chose, c'est un raccourci. Mais c'est un raccourci indispensable si on veut parler d'évolution. Parce que si un comportement a été façonné par la sélection, il a bien fallu qu'il y ait des différences génétiques entre les individus pour que la sélection ait quelque chose à choisir. D'accord, cette mise au point était essentielle. Maintenant qu'on a balayé ce malentendu, on peut s'attaquer au cœur du réacteur. C'est quoi, au juste, ce fameux phénotype étendu ? L'idée est d'une simplicité radicale.
Les effets d'un gène ne s'arrêtent pas à la peau de l'individu qu'il porte. Hmm, Commençons par des exemples simples. Une larve de frigane qui construit son petit four au protecteur avec des graviers. Une araignée qui tisse sa toile. Oui, ce sont des objets extérieurs au corps. Mais on peut se dire que c'est juste le produit d'un comportement. L'adaptation, c'est le comportement de tissage, pas la toile elle-même. C'est la vision classique, ça, non? C'est la vision classique. Mais la perspective du phénotype étendu nous dit « Attends, du point de vue du gène, quelle est la différence ?» C'est-à-dire? Imaginez un gène qui améliore la solidité de la toile. Les araignées avec ce gène attrapent plus d'insectes, survivent mieux, et transmettent donc plus ce gène. La sélection agit bien sur la qualité de la toile. Ah oui, je vois. La toile est donc fonctionnellement une partie du phénotype de l'araignée, au même titre que la forme de ses pattes. Je vois. Ou l'exemple de l'oiseau jardinier qui construit une tonnelle et la décore avec des objets bleus. Exactement. Un gène, qui le rend un peu plus obsédé par le bleu, va peut-être lui assurer une meilleure descendance. L'effet du gène, c'est la tonnelle bleue, qui est bien à l'extérieur de son corps. Le phénotype s'est étendu à son environnement. Et on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce que Dawkins appelle l'action à distance. L'action à distance. L'exemple ultime, c'est le barrage de Castor. Le barrage, c'est un artefact. Mais le véritable effet phénotypique, c'est le lac créé par le barrage. Un lac qui peut faire plusieurs kilomètres carrés. Attendez. Là, franchement, mon cerveau commence un peu à fumer. Ça veut dire que les gènes d'un castor agissent sur un écosystème entier, que le lac est une expression des gènes du castor. Si on suit la logique, oui. Le lac augmente considérablement la surface où le castor peut se nourrir en sécurité. Un avantage colossal. Oui. Donc, ce comportement de construction a été favorisé par la sélection, et s'il a été sélectionné, il doit y avoir une base génétique. Donc oui, le lac est le phénotype étendu des gènes du castor. C'est vertigineux, donc si j'essaye de résumer l'idée folle derrière ça. Mhm. Un gène n'a pas besoin de construire un corps plus performant, il peut directement construire un monde plus performant pour le corps. C'est une excellente synthèse. C'est ça, le vrai changement de logiciel. C'est ça. Et là où cette idée devient la plus puissante et la plus dérangeante, c'est quand on l'applique au parasitisme. Ah, La question à se poser devient, ce comportement, cette structure, à qui profite-t-elle vraiment ? donnez-moi un exemple. Prenons l'escargot parasité par une douve, un ver plat. On observe que les escargots infectés ont une coquille plus épaisse. D'accord. La première hypothèse, la vision classique, c'est que l'escargot se défend, il renforce sa carapace. Logique. Mais si on pivote le cube, on peut se demander, et si c'était le parasite qui manipulait l'escargot ? Comment ça? On sait que ce parasite castre son hôte. L'énergie que l'escargot aurait dû mettre dans la reproduction, il ne peut plus l'utiliser pour ça. D'accord. Elle est donc redirigée vers autre chose, comme sa propre survie. Il construit une coquille plus épaisse, il vit plus longtemps. Et un autre qui vit plus longtemps. C'est une meilleure maison pour le parasite qui s'y reproduit. C'est machiavélique. Donc la coquille plus épaisse de l'escargot est en fait un phénotype étendu des gènes de la douve. C'est l'idée. Un gène d'un organisme qui modifie le corps d'un autre. Là, on franchit un cap. On franchit un cap. Et l'exemple du coucou nous fait carrément passer de l'autre côté du miroir. Ah, le coucou. On connaît l'histoire. Il pond son œuf dans le nid d'une autre espèce, comme une rousserolle. Souvent, les parents adoptifs sont très bons pour repérer un œuf suspect et le jeter. Oui, mais alors le paradoxe, c'est comment ces mêmes parents si vigilants peuvent-ils ensuite nourrir un oisillon de coucou qui devient 10 fois plus gros qu'eux? C'est absurde, on voit ces images de minuscules parents qui doivent grimper sur le dos du monstre pour lui donner la béquille. C'est là qu'intervient l'hypothèse de la manipulation, de l'addiction même. Le jeune coucou n'est pas un imitateur parfait, il est un super stimulateur. Un super stimulateur. Il a évolué pour fournir ce que les éthologues appellent un stimulus supranormal. Son bec est plus grand et plus rouge, son cri est plus fort et plus incessant. Il pirate le système nerveux des parents. C'est de la pure sorcellerie biochimique. Le pauvre parent adoptif est complètement drogué par ces signaux. Il n'a aucune chance. Il est biologiquement incapable de résister à l'envie de nourrir cette bouche béante. Son comportement parental n'est plus au service de ses gènes. Il est devenu l'expression phénotypique des gènes du coucou. Exactement. Et c'est ce qui amène Dawkins à formuler son théorème central du phénotype étendu. Alors c'est quoi ce théorème? L'idée conventionnelle, c'est que le comportement d'un animal tend à maximiser la survie de ses propres gènes. Oui. Le nouveau théorème, la nouvelle face du cube, dit « Le comportement d'un animal tend à maximiser la survie des gènes pour ce comportement, peu importe que ces gènes se trouvent dans le corps de l'animal qui l'exécute ou non. » Waouh!
Peu importe que ces gènes se trouvent dans son corps ou non. C'est une phrase qui fait tomber des murs, hein. Littéralement. Les murs du corps deviennent conceptuellement transparents. C'est fou. Mais ça donne l'image d'un gène qui agit un peu seul. Or, il vit dans une collectivité de milliers d'autres gènes. Comment ça se passe, la cohabitation? C'est le point suivant et il est crucial. Le génome n'est pas une république de citoyens modèles. C'est plus proche d'une arène politique, avec des alliances et des conflits. Il peut y avoir ce qu'on appelle des gènes hors la loi. Un gène hors la loi. Qu'est-ce que c'est? Un gène qui fait sécession? C'est presque ça. C'est un gène qui favorise sa propre transmission, même si c'est au détriment de tous les autres gènes du génome. L'exemple le plus connu, c'est la distorsion méiotique. Normalement, lors de la formation des gamètes, la méiose est une loterie juste. Chaque allèle a une chance sur 2 d'être transmis. La fameuse loi de Mendel? Précisément. Eh bien, un gène de distorsion est un tricheur. Il sabote son allèle concurrent. Il peut par exemple produire une toxine qui tue les spermatozoïdes portant l'autre allèle. Ah, carrément. Résultat, il se retrouve dans bien plus de 50% des gamètes. Il se propage comme une traînée de poudre, même s'il a un effet négatif sur l'organisme. Il gagne sa bataille, mais il met en danger le navire. Mais le reste de l'équipage, les autres gènes, ils ne peuvent pas le laisser faire. Il ne le laisse pas faire. Et c'est là qu'intervient la très belle métaphore du Parlement des gènes. Le Parlement des gènes? Oui, du biologiste Egbert Leigh. La grande majorité des gènes a un intérêt commun, la survie du véhicule. Ils vont donc voter ensemble, via la sélection naturelle, pour réprimer le hors-la-loi. Comment? La sélection va favoriser l'émergence, ailleurs dans le génome, de gènes suppresseurs, qui neutralisent l'effet du tricheur. C'est une course aux armements internes. Une démocratie un peu brutale alors. Mais on comprend que la coopération est quand même la norme. Comment cette harmonie s'établit-elle? C'est l'autre facette. Les gènes sont sélectionnés non seulement pour ce qu'ils font, mais pour leur capacité à bien collaborer avec les autres gènes présents dans le pool génétique. L'environnement d'un gène, c'est d'abord les autres gènes. La source donne l'exemple d'un papillon de nuit qui a des rayures. Oui, un papillon dont les gènes pour des rayures longitudinales coopèrent avec des gènes qui dictent un comportement, celui de se poser verticalement sur l'écorce des arbres. La combinaison des deux crée un camouflage parfait. C'est ça. Un gène pour les rayures serait inutile sans le gène pour le bon comportement. Et inversement. Ils sont co-sélectionnés. Et comment? Il y a plusieurs modèles, mais le plus subtil, c'est qu'un gène peut être favorisé simplement parce qu'il s'accorde bien avec la culture génétique ambiante, avec les gènes qui sont déjà majoritaires dans la population. D'accord. La sélection favorise les bons coéquipiers, ceux qui jouent bien dans l'équipe déjà en place. D'accord, c'est fascinant. On a donc plongé dans ce monde des gènes, leurs stratégies, leurs conflits. On a complètement fait éclater l'organisme. Et pourtant, à la fin, Dawkins nous dit « Jut, maintenant, il faut redécouvrir l'organisme. » Oui. Attendez, après tout ce qu'on vient de dire, on y revient. On a passé tout ce temps à le déconstruire. Et c'est le dernier pivot du cube de Necker. C'est un retour au point de départ, mais avec un regard neuf. Car malgré tout, l'organisme est une chose extraordinaire. C'est vrai. C'est une entité physiquement délimitée, c'est une unité génétiquement cohérente, toutes ces cellules partagent le même ADN, et c'est une unité d'action coordonnée. Mais pourquoi l'évolution a-t-elle inventé cet organisme, ce véhicule, si les vrais acteurs sont les gènes? La réponse est dans le cycle de vie. Naissance, croissance, reproduction, mort. Ce cycle, qui part d'une seule cellule, le zygote, pour construire un individu complexe, est une condition essentielle pour l'évolution d'adaptation. Complexe. Prenez l'œil. D'accord, l'œil? Pourriez-vous construire un œil par une simple sélection au niveau des cellules qui se divisent dans un embryon? Non, parce que l'efficacité d'un œil ne peut être jugée qu'une fois qu'il est terminé, assemblé, et qu'il permet à l'animal de voir. Ah, je comprends. Il faut un produit fini, l'organisme, qui naît, qui vit sa vie avec son équipement complet. Et dont le succès reproducteur va dépendre de la qualité de cet équipement. C'est seulement au niveau de cet organisme entier que la sélection peut tester et valider un organe aussi complexe. C'est tout à fait ça. L'organisme, en tant que véhicule qui a un début et une fin, est la solution que l'évolution a trouvée pour permettre la construction de cette complexité. Le cube a donc fait un tour complet. On a dissous l'individu dans un océan de gènes pour finalement le redécouvrir comme la pièce maîtresse, le théâtre indispensable de l'évolution. On le regarde de la même façon, mais on voit toute la machinerie génétique en filigrane derrière. C'est une belle image. Et pour terminer, la question que cette perspective nous oblige à poser,
Si les effets d'un gène peuvent manipuler le corps d'un autre, façonner un lac, s'exprimer dans le comportement d'un oiseau esclave, alors la question finale est vertigineuse. Où s'arrête vraiment l'individu et où commence le reste du monde? Hmm. La frontière de notre peau est peut-être bien plus une illusion conceptuelle qu'une réalité biologique fondamentale.